Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau débat citoyen. Le loup semble poursuivre sa reconquête de la France. Son retour naturel ravit certains au nom de la biodiversité, en inquiète d'autres pour leurs élevages. Mais il y a aussi la prolifération grandissante du gros gibier et dans les Pyrénées, la polémique parfois musclée qui entoure la réintroduction de l'ours. Alors, l'homme et l'animal peuvent-ils trouver un terrain d'entente pour évoquer et débattre de cette cohabitation? Avec moi sur ce plateau, William Boiron, secrétaire général de la Fédération de chasse de la Vienne, mais aussi agriculteur et éleveur bovin. Alain Persuis, administrateur de l'association Vienne Nature. Vous êtes forestier et écologue de formation. Fabien Marchadier, professeur à l'université de Poitiers et spécialiste du droit animalier. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sentez-vous libre de débattre entre vous. Et puis vous qui nous regardez sur une télévision, un téléviseur, une tablette ou un téléphone, vous êtes les bienvenus pour commenter ce débat sur nos réseaux sociaux. Vous avez remarqué, nous sommes tous masqués, c'est en raison du contexte sanitaire et du nombre de personnes ici sur ce plateau. Consigne de prudence utile et nécessaire. Alors une première question rapide à chacun. Quel est votre dernier contact avec un animal sauvage? Monsieur Boiron. C'est tout récent, étant donné que je suis presque tous les jours dans la nature. On va dire encore ce matin, j'étais tout près d'un chevreuil. Un chevreuil. Monsieur Marchadier. Sauvage, je me souviens pas. Même pas une rencontre routière avec un chevreuil ou un sanglier? Ah si, une rencontre routière avec un chevreuil, mais sur une nationale, oui. Mais il y a quelques années déjà, oui. Monsieur Persuis. La dernière rencontre, moi, c'était une biche, en fait, pas très loin de chez moi, puisque j'habite en campagne. Donc quand on se promène, en étant discret, on peut voir les animaux, oui, bien sûr. Et certains voient le loup. C'est la découverte d'un corps, d'un loup, dans la Vienne, à la Saint-Rémy, il y a 2 semaines, qui nous amène à évoquer le sujet aujourd'hui. Voyez le reportage de Jérôme Deboeuf et Christophe Guinaud. La préfecture de la Vienne a confirmé que c'est bien un loup qui a été retrouvé hier près de cette voie ferrée. Pour l'agriculteur qui l'a découvert, cela ne faisait aucun doute. Rien qu'au pelage déjà. Ça n'a pas le pelage d'un chien en fait. Et puis la queue un peu plus au niveau de la queue, puis au niveau de la mâchoire, c'est pas la même mâchoire quand même. C'est-à-dire que là vous avez ouvert beaucoup plus gros. Ouais, les crocs déjà beaucoup plus gros. Le grand canidé aurait été percuté par un train. Pascal Auguet pense que ce secteur était un lieu de passage habituel pour ce loup. Il y a 1 an, sa présence avait déjà été évoquée. Déjà l'an dernier, il a été filmé par un jeune déjà en voiture. Donc déjà au moins il était là depuis l'an dernier. Donc déjà, et puis les années antérieures, il y a des éleveurs qui sont pleins de dégâts de moutons suspects. Donc voilà, aujourd'hui ils auront pour peut-être des confirmations officielles au moins, comme quoi ils ont bien été tués par les loups. C'est aujourd'hui le profil de ce loup qui pose question. S'agit-il d'un animal isolé ou qui évolue en meute? Là, on sait qu'il y avait un individu. On n'a pas d'autres éléments techniques pour dire qu'il y a d'autres individus présents. On n'a pas de constat de dommage dans les troupeaux domestiques. Donc c'est ce qu'on suit régulièrement. On n'en a pas cette année. Donc voilà, après, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je ne sais pas, on verra dans les jours qui viennent. La présence officielle d'un loup est une première dans le département de la Vienne. Et cela faisait plus d'1 siècle qu'il n'y avait pas eu de loup aperçu dans notre département. Qui veut réagir à la présence du loup? Mauvaise nouvelle? Si vous voulez, pour les éleveurs, on ne peut pas dire que c'est une bonne nouvelle. Vous voyez bien à chaque fois qu'il y a une attaque de loup, pas dans notre secteur, parce que jusque-là, il n'y avait pas de présence, mais c'est surtout dans les montagnes. 2 ou 3 brebis dégorgées, forcément que ça ne fait pas plaisir, mais c'est surtout quand un troupeau entier saute dans les ravins. Surtout, vous savez, aujourd'hui, les éleveurs souffrent énormément. C'est très compliqué. Alors, perdre son cheptel en très peu de temps, il faut se mettre à leur place. Monsieur Persuis, pour vous, c'est une bonne nouvelle? Alors pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je rejoins votre invité dans le sens que ça peut poser des problèmes vis-à-vis de l'élevage, bien sûr, parce qu'on a perdu l'habitude de la présence du loup. Personnellement, je le pense et je vois ça en pratique dans tous les pays européens que je visite où il y a de l'élevage et des loups. La cohabitation reste possible et pour moi, elle est même souhaitable. En l'occurrence, il s'agit de travailler avec les éleveurs pour que le retour du loup, qui est inéluctable, qui est une espèce protégée, s'exerce. Il est indispensable. Je suis forestier, vous l'aviez dit tout à l'heure. Le loup est considéré par les forestiers comme un excellent allié pour empêcher justement des populations trop denses, par exemple de grands cervidés en forêt, pour diminuer les dégâts.
Donc, je pense que la cohabitation est possible, y compris avec les éleveurs, bien sûr. On va y revenir. De quel côté se place le droit animalier, Monsieur Marchadier, là-dessus? Le droit animalier sur une cohabitation nécessaire, puisque ça a été rappelé, le loup fait partie des espèces protégées. Donc on ne peut pas l'abattre uniquement parce qu'il pose un problème. C'est pas un animal comme un autre, c'est pas un animal sauvage comme un autre. Et donc il y a des règles assez restrictives. Bon, même si on pourrait discuter sur la façon dont elles sont appliquées, au point de se demander parfois si réellement le loup reste une espèce protégée. Mais bon. C'est-à-dire, il y a des faits de braconnage? Non, pas d'effet de braconnage. Des autorisations de tir qui sont accordées de façon un peu légère. Oui. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus, les autorisations de tir? Alors, par rapport à la protection du loup, je ne suis pas contre, mais à un moment, il faut peut-être savoir aussi réguler les espèces. Il ne s'agit pas d'avoir des loups à tout bout de champ, d'en avoir partout. Parce que malheureusement, on ne sait pas, aujourd'hui, on ne sait pas où on met le doigt. Restons prudents. Pour vous, ce serait un risque de trop grand déséquilibre? Oui, parce que je redis ce que je vous ai dit en début d'émission, les éleveurs souffrent énormément et mettez-vous à la place des éleveurs. Je peux prendre un exemple très concret. Votre chien se fait écraser par une voiture. L'assurance va vous rembourser la valeur de votre chien, mais un chien, c'est un peu comme un troupeau. C'est sentimental. Quand vous perdez votre chien, vous allez être triste. Vous perdez votre troupeau, c'est un peu la même chose. C'est surtout sur cet aspect-là que moi je vois les choses. Et avant de poursuivre, je vous propose de regarder cette carte établie par l'Office français de la biodiversité qui montre l'expansion du loup en France depuis 1995. Aujourd'hui, sa population est estimée à 580 loups environ, avec une centaine de meutes répertoriées, principalement dans le massif alpin. Sur nos territoires, ce sont plutôt des individus isolés, on l'a vu dans le reportage. Près de nous, c'est dans le Cantal que sa présence est la plus marquée, mais on ne parle pas de meutes pour autant. Monsieur Perçu, comment fonctionne le loup dans sa progression? Il fonctionne d'une manière tout à fait naturelle. Le loup était présent depuis des millénaires dans notre pays. Dans les années 1990-92, il a commencé à revenir d'Italie d'une manière totalement spontanée et naturelle. Il y a eu polémique là-dessus. Il n'y a pas eu du tout de lâcher du loup. Il est revenu d'une manière totalement naturelle, de lui-même, pour essayer de reconquérir ces territoires d'autrefois. Alors, méfions-nous aussi quand on parle du loup, parce que pour moi, il y a le loup espèce, mais il y a des loups. Et les loups, vous avez des individualités, comme chez les hommes. Vous avez des loups opportunistes qui peuvent poser des problèmes parce que, isolés, ils ont beaucoup moins de chances de réussir leur chasse d'animaux sauvages, le chevreuil, les jeunes cerfs, les jeunes sangliers, etc. C'est un prédateur naturel de notre grande faune. Vous avez des loups qui ne feront jamais aucun dégât. Donc voilà, il faut faire attention aussi au niveau des loups parce qu'il y a des comportements différents. Le fait qu'il soit isolé, ça accrue le risque pour les. Ça accroît le risque pour les troupeaux. La pire des solutions, c'est de faire du tir quantitatif. C'est-à-dire, on va tuer chaque année 100 loups. Résultat, on tire n'importe quoi, des mâles, des femelles, voire des jeunes. On déstructure les meutes, alors que la réussite du loup en chasse, c'est bien parce qu'il chasse en meute. Il en a besoin de ça. Un loup isolé va avoir beaucoup moins de chances de pouvoir se nourrir naturellement. Et il va être tenté, selon les individualités, à s'attaquer aux animaux domestiques et à poser les problèmes dont vous parlez avec juste raison. Donc c'est assez délicat. Il faut bien connaître la biologie du loup, mais surtout, il faudrait arrêter d'en venir à une gestion, encore une fois, purement quantitative. On ne fait qu'accentuer des dégâts éventuels, alors que dans tous les pays où le loup n'a jamais disparu, on pourra en reparler, l'Italie, l'Espagne, l'Estonie, la Pologne, qui sont des endroits où on va régulièrement pour voir comment ça se passe. La cohabitation, elle est installée entre les éleveurs et la grande faune sauvage, que ce soit l'ours ou que ce soit le loup. Alors la protection du loup en France, ça vient d'une directive européenne transposée en 1989. Il y a eu au départ, à l'arrivée dans le Mercantour, une polémique sur une éventuelle réintroduction, et du coup, il n'y aurait pas eu le même statut de l'animal. C'est que la directive protège la faune sauvage, donc il y a des espèces qui sont protégées, mais c'est bien la faune sauvage. Et donc, au début des années 90, quand on a repéré les premiers loups dans les Alpes françaises, la question qui a été posée, c'est de savoir si ce n'était pas une réintroduction artificielle, auquel cas
Une solution qui a été évoquée à l'époque, c'est la destruction. Ou alors, si c'est une espèce sauvage naturelle qui est en phase de reconquête de son territoire, eh bien là, ça faisait partie des espèces protégées qu'on ne pouvait pas éradiquer tout simplement parce qu'elle était gênante. Même si ça a été évoqué, il y a un rapport parlementaire qui a bien dit que la présence de l'homme dans les montagnes, disons que c'est pas l'homme qui devait s'adapter au loup, mais l'inverse, et au besoin en éradiquant le loup. Monsieur Boiron, quel est le regard aujourd'hui des éleveurs de la Vienne après cette première incursion ? Forcément que les éleveurs sont inquiets. Je pense que vous avez dû regarder la presse encore hier. Ça reste à être démontré. Un article qui est paru tout près de Lattu. Aujourd'hui, il n'y a pas de précision si c'est une attaque de loup ou si c'est une attaque de chien. Mais forcément que les éleveurs en Vienne commencent à s'inquiéter parce que déjà, depuis plusieurs années, on sentait bien que le loup s'approchait de chez nous. Et de départements voisins comme l'Aisne, apparemment, là aussi, il y aurait apparemment des loups qui commenceraient à être là. Donc, forcément, on a une inquiétude. Ça c'est ancestral presque, on a envie de dire, parce que le loup, dans l'imaginaire, pèse aussi. L'inquiétude, elle est parfaitement légitime. Nous, ce qui nous importe, c'est de pouvoir travailler avec les éleveurs, avec les chasseurs, avec les agriculteurs, pour gérer d'une manière intelligente le retour de cette espèce-là. Il y a des actions qui se font déjà. Le groupe herpétologique et mammalogique du Limousin a réuni déjà depuis plusieurs mois les éleveurs et les agriculteurs pour essayer d'expliquer les choses, d'apprendre de la part des éleveurs. Personne n'a la vérité universelle, nous pas plus que d'autres. Donc de travailler ensemble, de savoir quelles sont les exigences biologiques et les comportements des loups, et comment on peut répondre à ce qui est ressenti comme une menace. Il ne s'agit pas de laisser les éleveurs tout seuls, désemparés, face au retour d'une espèce qu'ils ne connaissent plus. On est là pour les accompagner. C'est le rôle de l'État aussi, d'accompagner les éleveurs, de leur donner les moyens de vivre de leur métier. Je rajouterais quand même que par rapport à la menace du loup, la plus grosse difficulté quand même que les éleveurs, c'est plutôt des importations de moutons venus de n'importe où de Nouvelle-Zélande, etc., qui concurrencent d'une manière injuste l'élevage français. Donc voilà, il n'y a pas que le loup qui est le problème pour les éleveurs. Mais je comprends parfaitement leur inquiétude. On a des réponses pour ça. Du coup, c'est compliqué d'avoir des budgets pour protéger ces loups. C'est ça aujourd'hui la difficulté ? C'est d'intégrer de nouveaux moyens de gestion des troupeaux ? Oui, alors moi je ne sais pas si demain l'État, je ne sais pas qui est prêt à mettre la main à la poche sur notre secteur pour indemniser les dégâts causés. Il y a des indemnisations ça existe prévues. déjà, il y a des indemnisations, il y a à la fois les indemnisations des bêtes qui sont tuées et il y a des aides aussi pour installer des systèmes de protection qui seraient une alternative à la chasse. Et ça, c'est prévu dans le droit, il y a des barèmes, etc. Oui. Par rapport à ça, si vous me le permettez, le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine est très sensible à cette problématique-là. Et la région est prête, je le pense aussi, indépendamment de l'État, à aider les éleveurs à se préparer au retour du loup et à acquérir des moyens de défense. Donc je pense que ça, c'est pas un gros problème pour moi, à partir du moment où tout le monde reconnaît que le loup fait partie du patrimoine, qu'il a sa place, mais qu'il n'a pas sa place partout et n'importe comment. Donc, à mon avis, je ne me fais pas de soucis sur des financements qui, effectivement, comme on vient de le rappeler, existent déjà dans le Mercantour, en Pyrénées ou partout. Monsieur Boiron, vous seriez capable d'entendre ou de faire entendre ça à vos collègues, que le loup fait partie du patrimoine ? Alors, c'est assez compliqué. Je redis une fois de plus... on comprend la douleur de perdre. Vous avez des éleveurs qui sont bornés, qui sont obstinés. Ou traumatisés, parce que ça peut être effectivement très sanglant quand on découvre son troupeau. Le point le plus important, c'est pas de perdre un ou deux animaux. Si vous voulez, vous sélectionnez un troupeau, c'est une vie entière de travail. Vous perdez votre troupeau, c'est un peu comme si vous avez tout perdu. C'est surtout ça qu'il faut arriver à faire comprendre. Et c'est pas si simple, qu'on ne l'imagine, faire passer le message. Tout à l'heure, j'ai bien compris ce que vous avez dit, les moutons néo-zélandais qui arrivent, forcément, c'est pas simple non plus pour les producteurs, j'en suis tout à fait conscient, mais il n'y a pas que le mouton néo-zélandais qui pose problème. On ne va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui, c'est pas le sujet. Les grandes surfaces ne sont pas là non plus pour aider la situation du cours du mouton. C'est tout un ensemble. Je redis, les éleveurs souffrent.
Et si vous voulez, c'est toujours en remettre une couche, et c'est très compliqué. Voilà. Bon, après, il y a certainement certains éleveurs qui vont bien comprendre le message, qui sont prêts à prendre des chiens, des patous ou d'autres systèmes de rassembler les moutons le soir, clôturés. Mais ça aussi, c'est un travail supplémentaire. Et ça, il faut le prendre en compte. Et ce travail supplémentaire, je ne sais pas s'il va être rémunéré. Et ça j'en suis pas sûr. Oui. Alors, pour répondre à ça, je suis d'accord avec vous. Hein, on est d'accord sur le constat là-dessus. Depuis des années, alors si j'en viens au Mercantour, c'est un peu différent en Vienne, mais vous avez des associations comme Pastoralou qui, tous les ans, pendant toute la saison d'estive, envoient des bénévoles qui vont travailler avec les bergers pour les aider à s'équiper, à surveiller leurs troupeaux. Encore une fois, il ne s'agit pas de laisser les éleveurs tout seuls se débrouiller avec cette problématique-là. Donc il y a déjà des actions associatives qui se font. Je vous parlais du groupe herpétologique et mammalogique du Limousin qui a commencé cette démarche-là, où des bénévoles sont prêts à aider les éleveurs, parce qu'on a besoin d'élevage. On est bien d'accord là-dessus. Vous avez dans les Pyrénées, quand on parlera de l'ours, une association qui s'appelle le FIEP, le Fonds d'intervention éco-pastorale, qui depuis 50 ans, c'est pas nouveau, accompagne les éleveurs pour les estives, finance des opérations de montage par hélicoptère d'un certain nombre d'équipements pendant la saison d'été et participe à la surveillance des troupeaux. Donc il y a des réponses citoyennes aussi. Il ne s'agit pas de dire les méchants éleveurs et le gentil loup ou le méchant loup et les gentils éleveurs. C'est de travailler ensemble. C'est cette notion de cohabitation que vous avez mis là sur l'écran qui me paraît extrêmement intéressante. Alors, si je peux me permettre, ajouter un point. La configuration de chez nous et celle de la montagne n'est pas la même. On est d'accord. En montagne, il n'y a pas de clôture. Il n'y a rien pour garder les moutons. Généralement, vous avez des bergers. Tandis que chez nous, en Vienne, les moutons sont grillagés, ils sont parqués dans des champs à droite à gauche. Et si vous voulez, l'éleveur ne peut pas être 24 heures sur 24 pour surveiller ses moutons. Surtout, le plus compliqué, c'est la nuit. Et je pense que les attaques, généralement, se font la nuit. Alors, c'est là qu'il y a une différence entre la montagne et notre secteur. Alors justement, nous parlions de l'ours. On va prendre cet autre exemple. Un animal qui engendre un certain lot de crispation dans les Pyrénées. En parallèle à la première commission dégâts ours, les éleveurs basques et béarnais avaient manifesté à Pau. C'était en mai 2019. Regardez. Le nœud à l'estomac, la boule au ventre. Tout le monde a peur. Chez nous, tout le monde a peur. Regard baissé, visage fermé. Devant la préfecture des Pyrénées-Atlantiques cet après-midi, le ton est grave. Les éleveurs sont à bout. Alors qu'à l'intérieur du bâtiment se tient la première commission dégâts ours-loups. Ils sont plusieurs dizaines à manifester, calmes mais déterminés. Nous on l'a dit, on le fera bien sûr, on l'a toujours fait. La première ours qui rentre chez nous, et farouchement. On est au bord de l'implosion, quoi, hein, tout simplement. Hein. C'était resté très tendu avec les réintroductions. On savait ce qui allait se passer. Donc aujourd'hui, voilà, je dirais que c'est le dernier avertissement. Voilà. Si au plus haut de l'État, à Paris, on ne nous entend pas, on fera en sorte de se faire entendre. Si la pression monte, c'est à cause de cette série d'attaques attribuées à l'ours survenue depuis une semaine. Ce matin, c'était ici, à Bareilles, dans la vallée du Louron, qu'un troupeau a été attaqué. Michel Lavaille n'a retrouvé que des carcasses et des panses de brebis. Je suis arrivé et puis j'avais des patous qui gueulaient là partout. Et puis l'ours, il n'était pas loin, là, il venait de partir. Et il m'a tué une brebis là. Et après, il m'en a esquinté une autre contre le grillage. Et après, l'autre, je l'ai trouvé, elle est allée crever plus loin. Il a foutu un coup de griffe. Après, il y en a ici, là. Des témoignages comme celui de cet éleveur, il y en a de plus en plus. Et avec les montées en estive, la situation ne risque pas de s'arranger. Au courant mai, les premiers montent. Ici, sur l'Arro aussi, il y a des attaques. On ne sait pas trop le déplacement des animaux, donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer, comment ça va être cette année. Un représentant des éleveurs a été reçu à la préfecture dans l'après-midi. Alors pourquoi ces retours d'animaux sauvages se passent mal en France, Monsieur Persuis? C'est une situation très franco-française. Dans les Pyrénées espagnoles, vous avez exactement le même contexte d'élevage, de présence ursine, de difficultés parfois de l'élevage, etc. Ça existe depuis longtemps. Il y a beaucoup plus d'ours en Pyrénées qu'en France. En France, il en a 50, 52 au dernier comptage. Dans les Pyrénées, c'est beaucoup plus de la même façon que pour la population de loups, d'ailleurs.
Dans les Abruzzes italiennes, vous avez une sous-espèce de l'ours brun, l'ours marsical, ils appellent ça là-bas, en pleine région d'élevage. Alors, c'est des élevages mixtes. Vous avez l'élevage bovin, ovin, équin. Vous avez les trois. Donc, une utilisation un petit peu optimale de la montagne. Ça se passe très bien. Il n'y a aucune difficulté. Et les éleveurs sont d'autant plus favorables à la présence du loup et de l'ours que, du coup, des gens viennent de partout, de toute l'Europe, pour faire ce qu'on appelle de l'écotourisme, essayer de voir ces espèces animales sauvages qui sont magnifiques à voir et intéressantes à regarder ou à photographier. Et les éleveurs n'ont aucun souci d'écoulement de leurs produits. Je veux dire, ils vivent très bien maintenant, ils le savent, à cause du... Donc ils gèrent en partie... des attaques telles que celles dont on parle? Il n'y a pas d'attaque parce que tous les troupeaux sont surveillés. Il y a très peu, il y en a peut-être une ou deux tous les 3-4 ans. Bon, il ne faut pas dire que tout est parfait et tout marche à 100%, mais extrêmement peu. Et ça nous interroge un petit peu, nous, quand on parle du dégât prétendu ou avancé des ours dans les Pyrénées alors qu'ils sont 50, et de voir dans des régions où il y a 200, 300 ou 400 ours, où ça se passe beaucoup mieux et avec infiniment moins de dégâts. Donc il y a un problème franco-français. Je ne nie pas que l'ours interroge un certain nombre de choses, mais rappelons-nous que dans les Pyrénées, l'élevage existe depuis des siècles. Il y a toujours eu des éleveurs et des ours. Il y a 100 ans, il y avait peut-être 300 ours dans les Pyrénées françaises. Il n'y en a plus que 50. Et il y a 300 ans, on n'entendait pas parler il n'y avait pas les mêmes débats. Donc je pense qu'il y a effectivement des éleveurs qui ont de vrais problèmes et qu'il faut accompagner, il faut travailler avec eux. Et puis vous avez des gens qui font monter un petit peu la température pour des raisons purement revendicatives et sectorielles, qui savent qu'en déclarant tant de dégâts, ils vont toucher systématiquement des indemnisations du Parc national des Pyrénées, qui en profitent. Donc je pense qu'il y a une petite minorité de gens qui en profitent au détriment des éleveurs qui, eux, font vraiment leur boulot et qui peuvent avoir des difficultés. C'est difficile. Mais voilà, je crois qu'il faut prendre les choses aussi avec un petit peu de recul. Parce qu'il y a une donnée quand même qui manque beaucoup dans ces reportages, c'est quand on parle d'attaque, il y a des chiffres qui sont donnés, mais c'est toujours des chiffres en valeur absolue. C'est-à-dire que du point de vue du public ou du citoyen, on a du mal à se faire une idée de ce que représente l'ampleur en fait de ces attaques par rapport aux pertes d'animaux liées aux maladies, liées à des meutes de, enfin pas des meutes de chiens, mais liées à des animaux errants ou des chiens errants. Moi, j'avais vu passer des chiffres. Alors, ça, je suis pas remonté jusqu'à la source, mais qui faisait un rapport de 5000 attaques causées par le loup dans les Alpes et 50 000 ou 30 ou 50 000, mais enfin, on était quasiment de rapport de 1 à 10 avec des chiens errants. Disons qu'on a l'impression que c'est un problème assez facile et puis en plus qui est source d'indemnisation. Devient un prétexte ? Ces animaux-là deviennent des prétextes ? On parlait de ne pas en rajouter une couche supplémentaire, mais est-ce que c'est la bonne couche à enlever ? Est-ce que parmi les couches qui existent déjà, est-ce que c'est pas dans les couches qui étaient déjà existantes qu'il faudrait travailler et faire avec celles-ci ? Parce qu'encore une fois... qui habite chez qui ? Les indemnisations sont importantes. Est-ce qu'elles ne créent pas justement cet effet pervers ? Est-ce que le droit animalier mais bon, disons que c'est la contrepartie. C'est la contrepartie. Disons qu'on peut pas. C'est quand même très difficile politiquement de dire voilà, on réintroduit. Enfin, il y a une espèce protégée, on ne peut pas la chasser, on ne peut pas la détruire, on ne peut pas se défendre si on la voit. Et d'un autre côté, c'est vrai, abandonner les personnes qui sont confrontées à la difficulté sans leur apporter une assistance financière. Alors effectivement, il y a peut-être des comportements opportunistes, mais même avec ce type de comportement, je crois que voilà, c'est des systèmes qui sont utiles, mais qui pourraient être perfectibles. Par exemple, on pourrait subordonner les aides à la démonstration qu'un éleveur a mis en place des méthodes alternatives pour éviter la destruction des troupeaux, ce qui n'est pas fait, par exemple. Monsieur Boiron, un commentaire là-dessus ? On en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça me choque un peu quand même d'entendre que certains veulent profiter de... Je dis de manière mesurée. C'est pas... Oui. Je n'attaque personne, je n'accuse personne, mais chaque système peut avoir ses effets pervers. J'entends, mais c'est comme, malheureusement, c'est comme dans tous les domaines. Vous aurez toujours, sans faire de jeu de mots, vous aurez toujours une brebis galeuse. Mais bon... Aujourd'hui, ce système d'indemnisation, il est nécessaire, il est utile, mais il faut aller plus loin. Là-dessus, vous êtes d'accord ? Je suis d'accord. Il est utile parce que de toute façon, s'il n'y a pas d'indemnisation, on va au clash. Quand on regarde le reportage qu'on a vu tout à l'heure, vous avez vu comme ils sont remontés. Il y en a, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Non pas d'avoir encore 50 ou 52 ours, comme vous avez dit tout à l'heure. S'il n'y a pas d'indemnité, demain, on peut tomber à 0 ou à 10, parce que je pense que
il y en a, plus rien à perdre, ils vont faire tout ce qu'ils vont pouvoir pour les éliminer. Alors, par rapport à ça, de toute façon, forcément, il n'y a pas le choix que d'apporter une compensation. Mais la compensation pour l'animal, je pense qu'elle est certainement à juste prix. Certainement aussi pour les clôtures, ça doit être adapté. La seule chose que je ne sais pas, j'ai pas assez d'informations là-dessus, c'est par rapport au temps passé. Voilà. Ouais. Non, mais vous avez raison de souligner. C'est pour ça que je parlais de l'appui des bénévoles associatifs qui sont là pour aider l'éleveur qui a effectivement beaucoup de travail et une charge de travail tout au long de la journée assez considérable. Mais vous avez fait voir un reportage là. Moi, je constate qu'on ne parle jamais des reportages des choses qui vont bien. Il y a une association d'éleveurs dans les Pyrénées qui vendent du fromage de montagne, la tome de montagne. Sur la croûte du fromage, vous avez une patte d'ours qui est symbolisée. Ils travaillent depuis 40 ou 50 ans dans des zones, des secteurs à ours, en travaillant avec les naturalistes et en n'ayant pratiquement pas de problème. Donc la dichotomie entre des situations présentées comme exacerbées et des situations où les choses se passent relativement bien pose un petit peu problème. Et du coup, ça me fait poser une question de ce dont nous avions parlé il y a quelque temps. C'est qui occupe la place de qui. Enfin bon, dans le parc national du Mercantour, la zone centrale du parc, vous avez plus de 80 000 ovins. Est-ce qu'un parc national est fait pour l'élevage ou est-ce qu'il est fait pour sauvegarder la biodiversité et les espèces sauvages et animales? C'est une toute petite partie du territoire. Est-ce que l'on peut occuper de plus en plus la place des animaux sauvages qui ont le droit d'exister aussi, voilà, sans prendre en compte leurs besoins territoriaux, géographiques, etc. Quelle place est-on prêt à laisser à la faune sauvage? Quel est le regard des citoyens, plus largement, sur cette question? Le regard des citoyens, le regard des forestiers, des usagers, des chasseurs, des agriculteurs, de tout le monde. Encore une fois, cette faune sauvage-là. On a vu des gens, effectivement, qui sont très énervés, qui subissent dans leur chair, dans leur troupeau, tout ça. Il y a une acceptation, plus globalement, de ce retour des ours, des loups. Vous parliez d'écotourisme. Toutes les enquêtes sociales qui sont faites en Pyrénées, qui ne sont pas faites en région parisienne, avec des citadins, qui sont faites dans les Pyrénées, montrent que 80% de la population des Pyrénées, des habitants sur place, des ruraux, sont favorables à la présence de l'ours. Pas à n'importe quelle condition, pas en abandonnant l'élevage. Mais bon, ça veut bien dire qu'il y a un besoin sociétal et que les gens ressentent ce besoin de cohabitation avec la faune sauvage. Et en quoi ces animaux-là sont utiles d'un point de vue de biodiversité? Écoutez, d'abord, le loup, c'est un régulateur des populations de grands cervidés. Et on parlera des sangliers. C'est un des prédateurs du sanglier. Voilà. Donc, encore une fois, dans toutes les forêts d'Europe, les forestiers sont très contents qu'il y ait des loups ou des lynx, parce qu'on ne parlera pas du lynx, ou de l'ours, pour les aider à gérer ces populations qui, autrement, si elles étaient excédentaires, poseraient des vrais problèmes de dégâts. Donc, les prédateurs, dans les écosystèmes, dans le milieu naturel, ils sont absolument indispensables. Sinon, tout est déréglé. Et les chasseurs ne peuvent pas, tout seuls, et selon leurs principes à eux, régler tout ça. On en a besoin, véritablement. Le sanglier, je vous expliquerai aussi pourquoi il est utile, et qu'on parle toujours du sanglier en termes de dégâts, on parle toujours des cervidés en termes de dégâts, on ne parle jamais de leur rôle écologique. Donc voilà, il faut essayer de rétablir un petit peu les choses. Puis il y a le rôle d'assainissement aussi, c'est que le loup, c'est l'équivalent du requin sur les terres. Il a un estomac extrêmement acide où il peut dissoudre des tonnes de bactéries, des poisons, des animaux malades, et qui évite des propagations de maladies, par exemple. D'accord, les pandémies. Toute relation avec une période qu'on vivrait serait purement fortuite. De quelle manière est-ce que le droit accompagne les mécanismes sont assez relativement rudimentaires. Voilà. Enfin, rudimentaires, c'est-à-dire c'est pas très développé. C'est un principe d'interdiction de chasse. Effectivement, il y a les espèces protégées qui concernent les grands prédateurs, lynx, loups, ours, avec des règles qui sont similaires, qu'on a déjà évoquées. Il y a un distinguo par rapport aux animaux réintroduits? Oui, parce qu'ils n'auraient pas le statut en fait d'animaux, d'espèces protégées, donc qui seraient soustraits notamment au droit de chasse et au droit de défense des agriculteurs. C'est vrai que si un animal pénètre sur la propriété et menace les cultures, il y a un droit de réaction, mais qui ne peut pas s'appliquer sur des espèces protégées.
Et autre moment de cohabitation, de confrontation plus fréquent, ceux-ci se produisent avec le grand gibier, justement, qui n'a pas croisé un sanglier ou un chevreuil en voiture au coin du bois. Plus récemment, le 1er janvier, à Agen, au 3e étage d'un immeuble d'habitation, un sanglier s'était introduit par l'escalier. Petite frayeur pour les locataires. Intervention des pompiers, capture et lâcher de l'animal. De quelle manière est-ce que vous avez évalué cette pression, je mets des guillemets, du gros gibier, M. Boiron ? Alors, ce qui se passe, on a un phénomène qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Les zones urbaines prennent de l'extension et on enlève un habitat qui appartenait généralement aux sangliers ou aux grands animaux en général, mais je dirais plus principalement aux sangliers. Et vous savez qu'autour des zones urbanisées, souvent de fois, il y a un peu de friche, enfin, si je peux me permettre, enfin, des zones qui peuvent encore les cacher. Et étant donné que le chasseur peut pas chasser auprès des zones urbanisées, les prélèvements peuvent se faire que par battue administrative. Ça pose un souci aujourd'hui parce que malheureusement, il y a une grande prolifération à côté de ces zones. Et on le voit quand même de plus en plus. On peut parler de Saint-Benoît. Il y a souvent des battues, justement, pour éliminer... j'aime pas employer ce terme, mais réguler. Voilà le terme. Eh bien, justement, allez, on va regarder ce reportage. La population qui, justement, veut revenir à son habitat naturel. Initial. Allez, eh bien, il y avait une battue administrative, justement, aux portes de Poitiers en novembre dernier, à la recherche de sangliers. Regardez, baissez la tête, regardez partout, là. Regardez le sang et on dirait qu'il est labouré. Des sangliers de plus en plus envahissants. Près des habitations, ils sont à l'origine d'accidents ou de gros dégâts comme ici dans cette propriété. Pas loin d'1 hectare de retourner et puis ça a recommencé cette nuit. Là, c'est tout frais, là, ce broutillat. Et ils viennent depuis combien de temps, ces sangliers ? L'an dernier, un petit peu. Ouais. Et puis cette année, c'est le carnage. En raison du danger, la préfecture de la Vienne a pris un arrêté de sécurité publique pour organiser une battue administrative. La stratégie, une vingtaine d'hommes répartis le long des traces laissées par les animaux. C'est un sanglier qui s'est traîné, vous voyez, pour tuer les bactéries. Il se roule dans la terre. Et donc c'est un signe de son passage ? Il était là peut-être cette nuit, parce que vous voyez, c'est frais, c'est encore boulé. Bon, après, un sanglier, ça fait 50 km dans la nuit. Ça peut être là aujourd'hui, et puis demain, ça peut être ailleurs. En 15 jours, 27 sangliers ont été vus au sud de Poitiers. Depuis 4 ans, ils sont de plus en plus nombreux en ville, sans vraiment d'explication. Ils ne trouvent pas ce qu'il faut ailleurs, et puis il y a peut-être d'autres phénomènes qu'on ne connaît pas. Les animaux se familiarisent de plus en plus, il faut l'avouer, par rapport aux années passées. Ils se familiarisent avec qui ? Avec l'homme. Le sanglier prolifère très vite. Une laie peut donner naissance jusqu'à 10 marcassins, 3 fois dans l'année. De quoi inquiéter les services de l'État. Néanmoins, cette battue a permis de prélever 4 sangliers. Monsieur Boiron, qui paye les dégâts ? Alors, les dégâts, c'est la Fédération des chasseurs, mais bon, quand on dit Fédération des chasseurs, ce sont les chasseurs qui avec leur cotisation pour prendre leur permis de chasse, qui permet d'indemniser les dégâts. Malheureusement, nous sommes rendus à des chiffres très importants. Par exemple, l'année dernière, sur la Vienne, c'était une enveloppe de combien pour les dégâts ? De mémoire, un peu plus de 500 000 euros, 540 000 euros, je crois. Mais c'est assez variable d'une année sur l'autre. L'année, 541 000 euros. L'année d'avant, c'était 247 000 euros. 2020-2021, on baisse légèrement, mais je crois qu'on va être encore entre 400 et 500 000 euros. C'est des budgets énormes. Pourtant, malgré cela, il y a une pression de la Fédération des chasseurs vis-à-vis des chasseurs de prélever un maximum de... Vous êtes encouragé en tout cas à prélever plus ? Oui, parce que honnêtement, la Fédération des chasseurs, elle n'a pas une bourse extensible. À un moment donné... oui, c'est votre intérêt aussi de limiter ces dégâts. Il y avait un peu de réserve au niveau de la Fédération des chasseurs, mais on ne pourra pas continuer de payer des factures comme ça. Alors...
il faut enlever encore plus de sangliers. L'année 2019-2020, 5500 sangliers prélevés. Rien que pour la Vienne ? Oui, rien que pour la Vienne. 2020-2021, on passe les 6000. Alors, ce qui est inquiétant, plus on en enlève, et il y en a toujours encore autant, je dirais même plus. Alors, comment ça s'explique, ça ? Alors, ça s'explique, il y a plusieurs facteurs, forcément. C'est tout un ensemble. Déjà, au point de vue environnemental, il y a 50 ans, il y avait beaucoup moins de cultures qu'on a aujourd'hui. On était plus en prairie, en choses comme ça. Et aujourd'hui, vous avez étant donné qu'on a une alimentation très riche, ça favorise la reproduction. Aujourd'hui, vous avez des laits à 40 kilos, très jeunes, qui mettent bas. Dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, jusqu'à 10 petits, oui, dans des laits adultes, mais dans des petites laits, c'est quand même assez exceptionnel pour qu'elles élèvent 10 petits. Alors, 3 portées par an, bon, il ne faut pas rentrer non plus dans l'exagération, mais on va dire 2,5, quoi. Forcément que la multiplication se fait. Et après, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans certaines zones, il est compliqué d'y aller chasser, ce qui permet un développement oui, du coup, il y a une forme de confort pour ces espèces qui s'installent dans les zones non chassées. Voilà. Et donc, c'est le maïs, initialement. Alors, c'est ça. C'est les cultures que l'on fait qui nourrissent surtout aussi les animaux. Et ça se propage comme ça. Moi, je le vois surtout de cette façon-là. Il y a 50 ans, on n'avait pas des grandeurs de maïs comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, le plus de dégâts causés, c'est principalement le maïs. Et le maïs, pour le sanglier, forcément, c'est une nourriture riche et appétante. Et si vous voulez, à 2 stades. 2 stades au semis des maïs, dégâts importants. Et après, l'autre stade, c'est quand on appelle le maïs quand l'épi est en lait. Là, ils trouvent une... C'est un peu comme si nous, on nous offre du chocolat, on mange ça par gourmandise. Oui. Voilà. D'accord. Le confinement, ça a été un moment de visibilité de la faune sauvage, Monsieur Persuis. Oui, enfin, moi, je souscris au constat qui vient d'être dressé. Une progression des cultures, notamment de maïs, qui d'ailleurs sera peut-être à remettre en cause eu égard au changement climatique dans les années à venir, par rapport à la disponibilité en eau, notamment. Et puis, ce qu'on a dit aussi, ce que M. Boiron a dit tout à l'heure, c'est on est venu en établissement des grandes zones commerciales, on est venu occuper le territoire du sanglier, donc c'est nous qui le mettons en situation de provoquer des dégâts. C'est pas de la faute du sanglier au départ, c'est nous qui l'avons mis dans cette situation-là. D'où l'intérêt de respecter autant que faire se peut les grands prédateurs qui nous aideront peut-être à les rendre un petit peu inquiets à ne pas rester trop longtemps sur le même territoire. C'est l'effet principal des prédateurs, c'est qu'ils dispersent les animaux proies qui se sentent inquiets quand il est là. Bon, c'est une petite partie de la solution. Le confinement, oui, il a eu cet effet surprenant que les gens se sont d'un seul coup rendus compte que quand on n'allait pas se promener partout, quand il n'y avait plus de voitures, quand il y avait du silence, etc., les animaux se rapprochaient des habitations. On a vu des chevreuils, on a vu des renards, on a vu tout un tas d'animaux que les gens n'avaient pas l'habitude de voir, se rapprocher des villes, voire rentrer en ville. Je me souviens qu'à Paris, le directeur du cimetière du Père-Lachaise, éminemment connu de tout le monde, s'était enthousiasmé parce qu'il avait découvert dans le cimetière une portée de renards qui est venue qu'à traverser toute la région parisienne, le périphérique, etc., pour s'installer dans un coin calme. Forcément, c'est le cimetière du Père-Lachaise, c'est pas... Voilà, il n'y a pas beaucoup de bruit. Mais... Monsieur Marchadier, on en revient à cette fameuse question qu'on a posée plusieurs fois, qui est chez qui ? Qui est chez qui ? Oui, c'est ça, c'est le problème de la cohabitation. Et alors c'est vrai que du côté des philosophes ou des juristes, il y a aujourd'hui, on s'est beaucoup intéressé à la protection des animaux. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a depuis une quinzaine d'années, il y a pas mal d'écrits et de réflexions sur comment
cohabiter et comment organiser justement la cohabitation de l'homme avec les animaux domestiques, enfin les animaux domestiques, non, plutôt les animaux de compagnie, qui sont totalement intégrés à nos habitats et à nos modes de vie. Comment vit-on avec ce qu'on appelle parfois les animaux liminaires, c'est-à-dire ceux qui vivent de façon opportuniste sur nos déchets, sur nos modes de vie, les pigeons, les rats, les étourneaux, et la question des animaux sauvages, et avec cette idée quand même que voilà, il serait peut-être bon de restaurer des zones souveraines pour ces animaux parce que ces animaux ne sont pas faits pour habiter avec l'homme, puisqu'ils sont sauvages, précisément. Et donc, une des solutions, enfin, une des idées qui est avancée, c'est justement d'éviter le plus possible ces contacts, qui sont, pour le coup, pas naturels, ou plus naturels. Les éviter. Il n'y a pas possible de... Mais la cohabitation, elle est là. Oui, la cohabitation, mais parce ils sont sauvages, précisément. Ils ne sont pas habitués à l'homme. Ils ne sont pas faits pour vivre. On n'est pas fait pour vivre au milieu des loups et des ours. En revanche, ces animaux ont le droit d'exister. Et pour qu'ils existent paisiblement et pour qu'ils exercent leur fonction écologique et leur fonction au service de la biodiversité, il faut qu'ils soient tranquilles. Alors, Monsieur Boiron, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour retrouver un peu d'harmonie? On parlait en préparant cette émission du retour des haies, ça aussi, ça peut participer il y a tout un d'une système, biodiversité plus apaisée. Il y a tout un système, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le maïs, c'est une production qui est gourmande en eau. Demain, l'eau va devenir une denrée très rare. Il est grand temps de se poser la question par rapport à ça. Je travaille un peu là-dessus parce que je suis vice-président d'une communauté de communes dont ma fonction, et je suis également président d'un syndicat de rivière. Nous sommes quand même très inquiets par rapport à la qualité de l'eau et la quantité. En tant qu'agriculteur, on peut vivre avec d'autres productions que du maïs. Je sais bien qu'il faut un peu de tout, il faut varier. Mais à un moment, si on arrive à diminuer les productions de maïs, peut-être ça peut être un facteur pour faire ralentir la production du sanglier. Alors après, il y a tout un tas de phénomènes qui ont bouleversé notre environnement depuis 50 ans. Une espèce dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais on pourra en parler, c'est le renard. Le renard, vous l'avez dit vous-même, qui aujourd'hui gagne de plus en plus les villes pour aller manger dans les poubelles. Pourquoi? La plupart des fermes autrefois, il y avait des volailles. Les volailles, elles n'étaient pas renfermées. Le renard trouvait suffisamment à manger pour se nourrir au niveau des fermes. Maintenant, la plupart des fermes, la volaille, il n'y en a plus, ou s'il y en a, elle est renfermée. Alors, le renard, pour se nourrir, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche de plus en plus des villes. Et c'est là où il arrive à reproduire. Et pour arriver à le réguler, on en revient au même principe que le sanglier, ça devient complexe. Il faudrait... Oui. Monsieur Persuis, un commentaire. Oui, alors sur le renard, du coup, vous m'ouvrez une petite porte là. Le renard, dans une année, un renard, d'abord c'est un animal territorial. Un renard bien installé sur son territoire, il ne va pas laisser un autre renard venir s'installer chez lui parce qu'il viendrait lui prendre sa nourriture. Un renard, dans une année, il détruit entre 4000 et 6000 rongeurs. Donc il remplit des services extrêmement positifs pour l'agriculteur. Je me rappelle qu'il y a quelques années, il y a une étude de l'Adréal Haute-Normandie qui a été faite avec des zoologistes, des vétérinaires, des éleveurs, des agriculteurs, qui ont pu évaluer les économies réalisées dans une exploitation agricole là où il y avait du renard ou d'autres petits prédateurs à plusieurs milliers d'euros chaque année. Parce que le renard, en consommant des rongeurs, évite des dégâts. C'est chiffrable, ça a été fait. Il évite aussi la propagation de la maladie de Lyme, qui est une maladie qui pose des problèmes aux chasseurs ou aux forestiers, nous qui sommes souvent en forêt. Donc il joue un rôle extrêmement utile, le renard. Il ne faut pas se tromper aussi là-dessus. Je crois que ça sera toujours un sujet de discussion avec les naturalistes et les chasseurs, parce qu'on n'est pas d'accord sur le terme de nuisible. Pour nous, il n'y a pas de nuisible, ça n'existe pas. Il y a des animaux qui peuvent causer des dégâts. Il n'y a pas de nuisible au sens écologique du terme. C'est pas quelque chose qui est scientifiquement juste. Voilà. Et juste si vous me permettez, par rapport au sanglier aussi, je voudrais non pas être l'avocat du sanglier, mais rappeler aussi qu'il joue un rôle dans la nature.
Le sanglier, il fouille le sol à la recherche de vers blancs, à la recherche de vers de terre, à la recherche de fruits, de champignons. Il dissémine les champignons un petit peu partout, de même qu'un certain nombre d'espèces végétales forestières. En labourant le sol, il prépare la pousse future des jeunes fruits forestiers, les glands, les faînes, etc. Donc quand il n'est pas en surnombre, il joue un rôle important dans les équilibres forestiers. Faut pas, voilà, on parle toujours des animaux en termes de dégâts ou pas. Il faut aussi ne pas oublier le rôle écologique qu'ils ont. Voilà. Monsieur Marchadier, le droit animalier, il est trop pensé par rapport à l'homme ? On parle des nuisibles, on parle des protégés. Voilà, disons que il y a quelques évolutions parce que par exemple la législation sur les nuisibles n'existe plus. Voilà, il y a simplement des animaux susceptibles de causer des dégâts. Bon, voilà, c'est aussi une bataille politique de sémantique, de choix du vocabulaire. Voilà, susceptibles de causer des dégâts. Bon, donc effectivement, il n'y a pas d'animaux nuisibles, mais il y en a qui sont susceptibles de causer des dégâts et donc qui justifient une réaction. Après, est-ce que le droit animalier est trop centré sur l'homme ? Alors, c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que si on remonte vraiment aux origines des premières législations sur l'animal, on avait construit une espèce de récit historique où on avait considéré que finalement, il n'y a que l'homme qui était au centre de ces législations, parce que protéger l'animal, c'était adoucir les mœurs, c'était éviter d'être confronté à des spectacles de violence, éviter que l'homme ne soit lui-même violent à l'égard des animaux, puis à l'égard d'autres hommes. Et puis en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est en train de revoir un peu toute cette époque jusqu'à aujourd'hui, que l'intérêt de l'animal, finalement, il a toujours été pris en considération. Ce qui change, c'est le poids que pèse cet intérêt de l'animal comparé aux intérêts humains. Et alors, je ne vais pas dire que les plateaux de la balance sont parfaitement équilibrés, mais voilà, tous ces développements de notions de bien-être animal, de la sensibilité de l'animal, bon, même si ça ne veut pas forcément dire grand-chose au niveau juridique, mais voilà, ce sont quand même des évolutions notables, voilà, qui amènent justement à repenser la cohabitation. Sauf qu'on en discutait avant l'émission, on disait qu'on est tous tournés, voilà, les yeux dans les étoiles, en se demandant si on est les seuls sur Terre, alors qu'il suffirait de baisser la tête plutôt ou de la tourner. On n'est pas seul dans l'univers. Et par contre, on est seul sur Terre, on a l'impression. Monsieur Boiron. J'aurais voulu rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, déjà d'une chose sur le sanglier, le travail qu'il fait dans les bois, j'en suis tout à fait conscient et c'est tout à fait logique. Par contre, malheureusement, si le sanglier restait dans les bois pour faire trouver la protéine dont il a besoin, ça serait parfait. Mais la protéine, il va surtout la chercher dans les prairies. Et là, faites-moi confiance, moi en tant qu'agriculteur, quand un sanglier, vous avez vu le reportage tout à l'heure, vient labourer votre prairie, une prairie, elle n'est pas en place, souvent de fois, elle n'est pas en place pour une année. C'est une catastrophe derrière pour faucher ou quoi que ce soit. Par rapport aux rongeurs, je suis d'accord avec vous que le renard prélève une quantité de rongeurs, mais par contre, il faut quand même dire également qu'il ne mange pas que des rongeurs. S'il trouve un faisan, il va bien se le mettre sous la dent. S'il trouve une perdrix, s'il trouve un lièvre ou s'il trouve un lapin, il va le manger également. C'est une concurrence déloyale du chasseur, c'est ça que vous nous dites ? Voilà, non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas dire les choses comme ça arrange, quoi. Mais Monsieur Boiron, est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas, plus dans l'air du temps de considérer l'homme dans la nature ? Là, en mettant cette espèce de concurrence entre les espèces et le chasseur ? Qu'on soit bien d'accord. Moi, j'ai toujours parti du principe il faut trouver un juste milieu et un bon équilibre. Il ne s'agit pas de tout éradiquer, il ne s'agit pas d'avoir des surpopulations, mais il faut arriver à les maîtriser. Allez, un mot de conclusion à chacun. Oui, allez-y. En quoi c'est un problème qui mange des faisans, des lièvres ? Mais moi, quand je me promène dans la nature, je suis content de voir un faisan, je suis content de voir un lièvre. D'accord. Vous préférez ? Non, mais je comprends bien. Non, vous savez aussi que il y a pratiquement plus de souches sauvages de ce que vous appelez le gibier. Et que le faisan, c'est souvent des animaux qu'on a lâchés quelques jours avant la chasse et qui se laissent attraper d'une manière absolument incroyable parce qu'ils ne savent plus se débrouiller dans la nature. Donc le renard, il n'est pas fou s'il a faim et qu'il voit passer un faisan incapable de se défendre. Évidemment, il va aller le manger. Mais bon, est-ce que c'est de la responsabilité du renard que de ne plus avoir de faune qui se défende ? Je crois pas. Non, mais qu'on soit bien d'accord. J'ai pas employé le terme qu'il n'y ait plus de faune, qu'il n'y ait plus de renard.
Il faut trouver un juste milieu. Alors, est-ce que tout le monde a la même notion d'équilibre? C'est peut-être ça la difficulté aujourd'hui. Comment atteindre la cohabitation, Monsieur Pertuis? Je crois qu'on en a un exemple ici autour d'une table. On n'a pas le même métier, on n'a pas les mêmes approches, etc. Et on discute ensemble pour voir comment on peut, d'une manière tout à fait raisonnée, concevoir de nouvelles approches entre l'homme et l'animal. C'est que les gens apprennent à s'écouter, que dans les commissions départementales qui traitent de la faune sauvage, les naturalistes soient aussi écoutés que les chasseurs. Les uns et les autres ont le droit de s'exprimer. Les chasseurs sont légitimes, les naturalistes sont légitimes, les forestiers sont légitimes, et qu'on apprenne à rééquilibrer aussi les choses déjà entre nous pour concevoir une cohabitation la plus efficace et la plus harmonieuse possible entre l'homme et la nature. Si vous me permettez, tout à l'heure, je citerai juste un philosophe qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle Baptiste Morisot, en vous lisant 2 ou 3 phrases qui sont extrêmement intéressantes sur l'élevage, justement, qui remettent les choses... rapidement, ça nous servira de conclusion. Vous pouvez me le... Voilà. Merci. Et on n'a que quelques secondes. Je vous lis ça par rapport à l'élevage. On voit ici à quel point l'alternative habituelle, à savoir stigmatiser le pastoralisme en bloc comme s'il était l'ennemi malhonnête de la biodiversité, ou l'adouber en bloc comme s'il était le maillon essentiel de la préservation des paysages, ne tient pas. Tout dépend des pratiques et il faut penser une transformation de l'usage pastoral des territoires qui aille dans le sens d'une protection accrue des prairies, des loups et du métier d'éleveur lui-même. Ce sont ces axes de communauté d'importance qui sont à faire émerger. Nous sommes une communauté d'êtres vivants. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Marchadier. Quel secours du droit là-dessus, pour ces évolutions? Il faut renverser le regard? Comment accompagner un petit peu tout ça? Renverser le regard, oui. Enfin, prendre en perspective aussi l'intérêt de l'animal. Et puis, surtout, effectivement, de réinscrire l'homme et l'animal dans cette communauté et de se dire que si un intérêt est important pour l'homme, cet intérêt est tout aussi important pour l'animal dès lors que cet intérêt est commun. Voilà. Disons qu'il y a ce traitement différencié d'intérêts qui sont pourtant communs, alors c'est parfois mal compris. Voilà, on parle d'antispécisme et tout ça, mais voilà, si on considère que on lutte contre les souffrances, quelles que soient les souffrances, il est toujours un peu curieux de considérer que la souffrance humaine est plus importante que la souffrance animale. La souffrance, c'est la souffrance. Et lutter contre la souffrance, c'est lutter contre toutes les formes de souffrance. Merci beaucoup à vous 3 d'avoir participé à ce débat. Prochain rendez-vous, prochain débat, même chaîne, même heure. D'ici là, prenez soin de vous.